Université d'été de l'animal 2020. Pigeon, quand l'intelligence donne des ailes. Une conférence de Didier Lapostre. Présentation, Yolène Delabigne. Didier Lapostre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien et président de l'AERO, l'association Espace de rencontre entre les hommes et les oiseaux. C'est tout un programme, vous allez nous expliquer. Et puis, vous avez publié, enfin, votre association a publié Des pigeons dans la ville, secret d'une relation millénaire entre deux bipèdes. Alors, vous défendez le pigeon dans la ville, en tant qu'historien, mais aussi aujourd'hui, parce que le pigeon, c'est un animal mal aimé. Pour l'instant, on va démarrer sur l'histoire, avec un pigeon qui a eu une image tout à fait différente de celle qu'il a aujourd'hui. Tout à fait. Alors déjà, je veux vous remercier de nous avoir invités à ces universités, puisque on est habitué à faire des interventions, soit dans les villes, lorsque l'on fait des études pour des restitutions sur les nuisances des pigeons, et on traite essentiellement de la question des nuisances et des solutions à apporter. Et c'est la première fois qu'on intervient donc sur cette question de l'intelligence des pigeons, ce qui fait quelquefois sourire un certain nombre de personnes, l'intelligence de cet oiseau qui nous pourrit la vie, etc. Et, ce sont des ignares, si je puis me permettre, car le pigeon est particulièrement intelligent en plus. Alors, donc, on va le démontrer, j'espère. Voilà, on va le démontrer. Donc, à titre personnel, c'est vrai que je suis historien, et au départ, je ne suis pas historien des oiseaux, mais de l'histoire de la protection animale du 19e au 20e siècle, et entre autres sur les cassures, les césures qu'il y a eu entre la protection animale et les naturalistes. Et progressivement, je me suis intéressé plus particulièrement aux chats libres et à la protection animale autour des chats libres et à la protection animale autour des pigeons. C'est pour ça que souvent dans mon intervention, vous verrez que je parle certes des oiseaux, mais je vais parler beaucoup des humains, de l'intelligence des oiseaux, de l'intelligence des humains ou non, et en tout cas de l'interaction entre ces deux espèces. Alors, vous démarrez déjà dès le 19e siècle ou on commence avant ? Alors, simplement, pour vous dire qui est AERO, comme ça en deux mots, tout à fait, très bien. C'est le fait qu'on s'est constitué il y a 17 ans comme association, enfin avec un statut d'association, mais sans adhérents, pas plus d'une dizaine. On est un cabinet conseil associatif. Il y a déjà des associations de protection animale, il n'y avait pas besoin d'en créer une autre. Par contre, on s'est constitué en cabinet conseil auprès des collectivités territoriales, auprès des bailleurs sociaux. L'année dernière, on a travaillé, comme je l'ai dit à certains, pour les bases militaires de Champagne-Ardenne. On travaille pour la SNCF, c'est-à-dire comment permettre une présence des oiseaux, de la biodiversité dans des bâtis, sans que cela cause de nuisances. Donc on fait un travail de terrain, une cinquantaine d'études ont été réalisées, dont Paris, où on a pu, on en parlera après, faire le premier comptage sur Paris. On a participé à des projets scientifiques interdisciplinaires ou pluridisciplinaires qui était très intéressant parce que pour la première fois, on pouvait mêler à la fois les sciences dures, biologistes et compagnie, et les sciences sociales, et en même temps des associations, LPO, AERO, une association d'insertion qui travaille dans la gestion des jardins, mais aussi des pigeonniers urbains. Donc on a pu vraiment avoir un échange pendant des années, et on a été financé par l'ANR et entre autres par le Conseil régional d'Île-de-France, et on a pu rendre les travaux à Nature Paris. Donc voilà, et la publication de ce livre est un peu l'aboutissement de ces 17 ans de travail de terrain. Alors, l'oiseau étudié, parce que le pigeon, si vous voulez, 300 et quelques types de pigeons, tout ça, non, c'est pas ça. Nous, l'oiseau étudié, hélas peut-être, mais ça va pas être ce bel oiseau avec ses plumes sur la tête, cet oiseau bleu que je ne connaissais pas, c'est Yolène qui m'a envoyé les photos, il est superbe, ou ces oiseaux d'élevage qui ont été croisés pour arriver à ce beau plumage.
Ce n'est pas non plus le pigeon ramier dont je vais vous parler aujourd'hui, ce pigeon, ce gros pigeon à collerette blanche que vous voyez souvent sur les arbres ou dans l'herbe, que ce soit dans les rues des villes ou ailleurs. Ce n'est pas non plus le pigeon colombin qui est nettement moins important en nombre, mais c'est pas lui, il est très beau, très fin, voilà. Non, notre pigeon, c'est le pigeon biset, Columbia livia, mais là encore, pas n'importe lequel, vous voyez, je pars du général pour arriver au particulier du particulier. Ce n'est pas le pigeon des roches à l'état sauvage. Il ne reste, avant de venir à cette conférence, je pensais qu'il restait 2 colonies en France, à Belle-Île-en-Mer, pas loin d'ici, et en Corse. Et mes amis de la LPO m'ont annoncé que depuis plusieurs années, ils ne voyaient plus de pigeons des roches à Belle-Île-en-Mer. Bon, je vous donne l'information, je ne l'avais pas il y a 3 jours. Ce n'est pas non plus le biset domestiqué, sportif, capable de traverser la France et de gagner des concours. Pas du tout. Notre biset, si on peut dire, le biset des villes, surnommé souvent à Paris le pigeon parisien et en province souvent appelé le pigeon des clochers. En tout cas, c'était bien de faire cette introduction pour montrer qu'il y a énormément de pigeons. Si vous commencez à regarder, c'est incroyable la diversité de pigeons de toutes formes, de toutes couleurs. Voilà. Alors, ensuite, les particularités de ce pigeon biset des villes. Après, je dirais pigeon, mais vous aurez compris que c'est pour simplifier. Donc, il a quelques particularités puisque ce pigeon vit à nos côtés depuis des millénaires. Dès qu'il y avait un village, dès qu'il y avait une petite ville, il vivait à nos côtés parce qu'il était très intéressant pour sa nourriture, pour être consommé, pour ses fientes, l'engrais, le guano, et aussi parce qu'il pouvait envoyer des messages, entre autres pour les armées dans les anciens temps. C'est un animal donc qui a été domestiqué, qui a été croisé. On a sélectionné les plus performants pour être les messagers, on a sélectionné certains pour être les plus gros possibles, etc. Bon. Et ce réensauvagement, il a lieu à partir de, on va dire, la fin du 18e, 19e siècle, on y reviendra, mais ce réensauvagement, il se fait sans contrôle de l'homme, et donc là, on a déjà une des clés sur l'image que l'on peut avoir des animaux en général, nous humains, quand un animal ose nous désobéir et quitter notre domestication et se réensauvager. Donc le problème principal pour cet animal, c'est qu'il n'est ni sauvage, aux yeux de beaucoup, ni de compagnie. Et pour les scientifiques, par exemple, c'est un animal hybride. Pour les naturalistes, c'est un animal qui n'a pas sa place quasiment. Et donc une de nos batailles, un de nos engagements, c'est de montrer que cet animal, il a sa place. Il est là et il est bien là, comme on le verra. Et donc, à partir de ce statut scientifique d'oiseau hybride, res nullus, la chose sans propriétaire, c'est le statut juridique qui lui est donné. Du statut scientifique de hybride, on passe à un statut juridique, res nullus, chose sans propriétaire, d'autres choses que l'on peut détruire comme l'on veut. C'est terrible, hein. C'est un animal, donc, dans tous les cas, qui ne laisse pas indifférent, vous le voyez autour de vous, puisque ce dont je parle, c'est pas d'un animal lointain. On a tous croisé des pigeons, et on a tous soit subi une nuisance quelque part, soit eu une relation particulière avec cet animal. On a chacun une image de cet animal. Mais toujours est-il que cet animal, il est l'objet de tensions entre ce qu'on pourrait appeler les pros et les anti-pigeons. Donc pour faire vite, pour vraiment bien synthétiser sur quoi je vais essayer de développer, j'ai pris cette référence de... Alors je ne sais jamais si on dit... Emmanuel Puy-Debat. Puy-Debat. Je ne savais pas si on disait Puy-Debat ou Puy-Debat. Qui a écrit L'intelligence animale. Voilà. Et donc j'ai pompé cette référence, enfin je la trouve bonne, entendre par intelligence les capacités d'adaptation comportementale d'un individu ou d'un groupe face à une situation. Et pour notre pigeon, comprendre comment il a réussi à vivre à nos côtés dans nos villes. Pourquoi lui et pourquoi pas d'autres. Donc, on en arrive à ce moment-là au plan de la conférence, si vous voulez. Je l'ai dit ou... Alors, très bien. Non, mais, donc, on a divisé en 3, excusez-moi, c'est peut-être... Parfait. Oui, là, pour l'instant, on est dans le pigeon dans l'histoire, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà, après, on parlera plus de la science, mais... Alors,
le pigeon, dans l'histoire, la première partie, si vous voulez... C'est l'image qu'il a. Voilà, ce sont les capacités et comportements tels que les scientifiques et en général l'opinion voyaient cet animal dans le passé et dans la période que j'ai le plus étudiée, 18e, 19e siècle. Et donc pour Buffon, si vous voulez, par exemple, le maître à l'époque, il explique dès ce moment-là, au XVIIIe siècle, alors qu'on est dans une France rurale, il explique que pour les pigeons des colombiers, puisqu'ils sont domestiqués à l'époque, il constate qu'il y a quand même deux types de pigeons. Il y a ceux qui acceptent la vie dans les colombiers, il les définit comme étant des esclaves libres, parce que effectivement ils ne sont pas domestiqués comme les chevaux, comme les chiens. Ils pourraient partir, mais ils restent là du moment qu'on leur donne suffisamment à manger, du moment que le gîte et le couvert le satisfait. Mais aussi, ils constatent un deuxième type de pigeons. Ce sont les pigeons qui, eux, n'acceptent pas cette domination de l'homme, cet apprivoisement, cette domestication. Et donc, à partir de là, il identifie des pigeons qui sont les fuyards, qui, eux, vont être considérés, et c'est dans une période très intéressante, 1770-1780, avant la Révolution française, les fuyards vont être considérés comme l'oiseau affranchi. Donc on est dans cette période où il n'y a pas encore la République, où on n'a pas encore coupé la tête de Louis XVI, mais où on parle des esclaves et des affranchis. Comme quoi le pigeon est vraiment toujours très très parallèle à l'homme. Hein. C'est ce voilà. Et là, c'est incroyable comment ça commence. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces scientifiques à l'époque mettent déjà en avant des traits de caractère du pigeon qui s'apparentent à nos traits de caractère, enfin aux traits de caractère des gens de l'époque. Et avec je vous passe les descriptions, mais avec des descriptions très anthropomorphiques, si on les lisait. Alors je vais passer maintenant, là je ne peux pas résister quand même sur ces écrits de Buffon et d'autres sur le pigeon l'amant tendre et fidèle, parce que je trouve qu'aujourd'hui on ne serait plus capable d'écrire cela, et en même temps dans une période où, n'oublions pas, les animaux sont considérés comme des machines, comme des automates, et paradoxalement, on va voir comment on peut prêter aux animaux des sentiments très forts. Alors Buffon qui dit « On dirait que ces oiseaux connaissent l'avantage qu'il y a de plaire et qu'ils y sont sensibles. Le mâle, actif et empressé auprès de sa femelle, passe et repasse en prenant des attitudes et en poussant un son soutenu, dont le but semble de lui peindre la vivacité de ses désirs. La femelle, grave et posée, ne témoigne ni dédain ni empressement. Ces préludes sont suivis de caresses qui, en reculant l'accomplissement des désirs, les augmentent et préparent à une jouissance plus douce. » C'est tout nous, ça. Hein. Là, si vous voulez, incroyable. Je pense que certains se sont reconnus, mais voilà, on peut dire que là, vraiment, pour un automate, pour une machine, il y a des capacités très fortes. Dans le domaine aussi de la répartition des tâches dans le couple, le mâle a coutume de garder le nid en premier et d'inviter sa compagne à s'y rendre. À son approche, il témoigne sa sensibilité par des battements d'ailes doux, auxquels elle répond de la même manière, et écoutez bien, et le couple semble jouir par anticipation du plaisir de soigner les petits qui doivent naître. Je trouve que là, si on ne prête pas à l'animal des formes d'intelligence quasi supérieure, et en tout cas une anticipation vers une répartition des tâches dans le couple 200 ans avant les mouvements féministes, si je puis dire. Pas de charge mentale pour la femelle. Alors par contre, et après j'arrêterai là sur les citations, mais j'ai pas pu résister, si vous voulez, vous m'avez donné avec une plaisir, petite heure, j'ai pas pu résister. C'est la question de la fidélité. Parce que Buffon, lui, il valorise ces oiseaux, il les adore visiblement, et lui, il est clair. Le pigeon, la première union est communément la sole. Et c'est clair, c'est net, sauf accident, mais ce sera la sole. Alors Geoffroy Saint-Hilaire, le fils, Isidore, je crois, en 1849 dément. Non. Buffon a sacrifié la vérité à la poésie comme la plupart de ses successeurs qui avaient déjà introduit bien des fables.
On en a fait des emblèmes de la fidélité réciproque, de la chasteté et de l'amour sans partage. Or, les pigeons sont loin de répondre à ces qualités. Il arrive souvent qu'une femelle se dégoûte de son mâle. Elle refuse d'abord ses caresses, puis les fuit et l'abandonne pour se livrer au premier venu. Il arrive qu'un mâle non seulement est infidèle à sa compagne, mais encore la force à vivre en commun avec une rivale préférée. Il les force en les battant à lui rester fidèle. Je vous en passe, c'est des meilleurs, bien sûr. Voilà. Mais là encore, c'est très anthropomorphique aussi. Voilà, si là, l'automate en question, quel pigeon, n'est pas doué de certaines formes d'intelligence, parce que si vous voulez, derrière ces propos, comme Buffon, Geoffroy Saint-Hilaire sont quand même des gens très sérieux pour l'époque. Ils n'ont pas des laboratoires pour faire telle chose, etc. Ils fonctionnent par observation et par recoupement d'observations successives. Donc, le fait d'avoir ces propos, ça veut dire qu'ils prêtent comme capacité aux pigeons le fait d'éprouver des sentiments proches de ceux des hommes, ça c'est une première chose, mais aussi à concevoir des stratégies complexes, stratégies de séduction, stratégies de reproduction et de vie en famille, etc. Donc, après, il arrive un événement, et ça, les pigeons en sont les victimes, parce que souvent, vous savez, quand on regarde les choses, on se dit « c'était mieux hier ». Et là, pour les pigeons, le « c'était mieux hier », oui, mais pas avant-hier, c'est-à-dire que en 1789, les pigeons et les pigeonniers, c'était les nobles seulement qui avaient le droit d'utiliser, de consommer le pigeon. Pourquoi? D'où ça venait ça? Alors ça vient de Charlemagne, qui a décrété que seuls les nobles auraient le pouvoir d'avoir des colombiers, des pigeonniers. Et à partir de là, c'est devenu aussi un symbole de puissance pour les nobles. Pourquoi? Parce que c'était bon à manger? D'où ça vient cette... Alors ça je ne pourrais pas vraiment dire. Vous expliquiez tout à l'heure que les œufs de pigeon c'était délicieux, etc. Voilà. C'est à cause de ça? Alors il y a le même, mais à la limite, les nobles auraient eu intérêt à partager, parce que ça coûte pas cher, ça se reproduit facilement, un pigeon, donc ils auraient pu. Mais là, je pense que vraiment c'est un critère, puisque quand il va y avoir l'abolition des privilèges, il y a, vous savez, dans l'abolition des privilèges, il y a 18 articles. C'est l'article 2 qui définit que les colombiers et les pigeonniers seront détruits et que les pigeons pourront être chassés par tout le monde. Mais si vous voulez, c'était vraiment, on dirait aujourd'hui, en langage marxiste, que c'était vraiment un animal de classe. Hein, avant la Révolution française, c'était un animal de classe. Ça montrait la puissance aussi, puisque les nobles, entre eux, pouvaient batailler à qui aurait eu le plus beau pigeonnier en quantité, mais aussi en qualité, etc. Donc il y avait vraiment des jeux entre eux, des rapports de force entre nobles, et donc le peuple n'avait pas droit de citer. Et ça montre l'importance du pigeon dans notre société. Hein. Alors, c'est incroyable. Ça montre... Et effectivement, à cette époque, même s'il payait un lourd tribut en étant tué pour être consommé ou tout ça, mais le pigeon avait sa place protégé par le noble. Or là, avec la Révolution, les colombiers sont détruits. Comme on est en période quand même de difficulté pour se nourrir, en période de disette, il va être consommé, détruit, mais aussi il va représenter aux yeux du peuple et aux yeux des agriculteurs de l'époque le pigeon qui est destructeur des récoltes, et donc à partir de là, la destruction et la consommation. Alors on arrive au 19e siècle, où là ça va un peu mieux pour lui quand même. Alors là, c'est en 1820-1830, un grand nombre de scientifiques commencent à se poser la question avec les sociétés d'agriculteurs, vous savez, toutes ces sociétés savantes qui se sont constituées, ils s'interrogent sur le fait qu'il leur manque de l'engrais. Et cet engrais, c'est le guano. Et là, commence à émerger la nécessité de, je ne vais pas dire réintroduire, parce qu'il n'avait jamais complètement disparu, le pigeon, mais de réorganiser une cohérence économique autour du pigeon. Donc à nouveau construction de pigeonniers dans les années 1830, tout ça, à nouveau élevage, et là vous avez donc le pigeon qui a comme allié des scientifiques, des agriculteurs, aussi des philanthropes qui
se disent même que ça peut permettre le pigeon d'être un salaire de complément. Et par exemple, lors des constructions haussmanniennes à Paris, au CNAM, les philanthropes qui font partie du CNAM, un monsieur Taillandier, je crois, de tête, je me trompe peut-être, va avec son frère faire cette esquisse d'un pigeonnier où il valorise le fait que dans les nouvelles constructions haussmanniennes, imaginez aujourd'hui si c'était le cas, dans ces nouvelles constructions haussmanniennes, à la place de certaines chambres de bonne ou tout ça, on pourrait construire des pigeonniers permettant ainsi des salaires de complément aux personnes des bas étages, etc. La même chose que les jardins d'ouvriers Voilà. en bas, et là on avait les pigeonniers en haut pour pouvoir... Alors ça va être repris en partie, mais sous d'autres formes. Là, elle est très embellisée, cette image. Mais dans les faits, beaucoup de colombophiles parisiens vont utiliser une chambre comme ça pour y mettre un pigeonnier, et ça ne pose pas de problème à l'époque. Alors, on voit bien 1830, 1850, valorisation de cet animal parce qu'on lui trouve des qualités intéressantes. Et il va devenir carrément un héros. Alors. Le héros de la nation pendant les deux guerres de 70 et de 1914. Et là, on voit pourquoi il devient un héros avec toutes ses qualités et donc ses formes d'intelligence là encore. C'est-à-dire qu'on va lui reconnaître des valeurs morales, j'entends bien, je pèse mes mots, valeurs morales, courageux, opiniâtre, persévérant, résistant à la douleur. Et si vous voulez, les deux épisodes les plus connus par beaucoup d'entre nous, c'est en 1870 par exemple, quand les pigeons avec les montgolfières font le lien entre Paris assiégé et le gouvernement qui est en province. On peut voir là qu'il ne s'agit pas d'un pigeon qui apporte la victoire. Il est porteur de messages, dans les faits, de défaite. Mais pour autant, comme il est le seul parmi nous tous, comme il est le seul à pouvoir faire le lien entre le front et l'arrière, alors, quelque part, il sublime le sentiment patriotique. Et il est utilisé comme tel dans les représentations. Et puis il doit rassurer les gens. Quand on est assiégé, c'est affreux. Donc c'est la seule façon de parler avec l'extérieur, enfin de communiquer. Totalement. Et en 1914, sans m'étaler trop, mais en 1914, c'est en 1916, le fameux pigeon vaillant, qui est une pigeonne d'ailleurs, ce fameux pigeon, il n'annonce pas une victoire. C'est pas un animal qui annonce une victoire. Au contraire, le commandant Raynal écrit: nous allons devoir abandonner, nous ne pouvons plus continuer, nous n'avons plus de cartouches, etc. Voilà mon dernier pigeon, et il envoie son dernier pigeon. Donc cet animal, il amène une défaite. Et dans les faits, dans notre sentiment collectif, notre représentation collective, il devient un héros de la nation parce que quelque part, durant cette défaite, il a réussi à sublimer l'esprit patriotique grâce à son courage, à cette opiniâtreté, à cette persévérance, puisqu'il est blessé, et donc blessé, résistant à la douleur, et il amène le message épuisé, et il va pouvoir vivre jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est pour ça que le paradoxe, si vous voulez, aujourd'hui, parmi nos alliés, si je peux parler d'alliés comme ça, on trouve beaucoup de militaires qui pourtant n'ont pas connu ces périodes, mais qui gardent l'image de ce pigeon vaillant, de ce pigeon qui a aidé la France. Ce qui pointe encore l'importance de la communication. Hein. Dès qu'on peut communiquer, on a l'impression d'être sauvé. Voilà. Alors, un animal indispensable, ça, jusqu'à la moitié du XXe siècle, et ça m'a fait plaisir hier parce que j'ai discuté avec des personnes qui ont connu la même expérience que moi, sur cette place. Alors moi j'étais tout petit à l'époque, c'est dans les années 60, je vois une aronde, tout ça. C'est devant l'hôtel de ville de Paris. Et ces personnes-là, comme moi, ont connu cette période où le dimanche, après le repas dominical, vous aviez des gens qui vendaient des petits sachets de graines et où on donnait à manger, on était 100, 200 personnes à donner à manger aux pigeons. Et ça ne posait aucun problème. Le frère de Charles de Gaulle, vous avez une photo sur Internet, mais on n'a pas les droits d'auteur, mais vous avez une photo du frère de Charles de Gaulle qui est conseiller municipal qui se fait prendre en photo entouré d'une centaine de pigeons, des images qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Mais là, vous aviez une centaine de personnes qui venaient le dimanche après-midi, tout comme Place des Terreaux à Lyon et dans d'autres villes, à Toulouse, etc. Donc il y avait cette relation qui existait déjà
déjà, qui était très forte, une relation qui, là, n'était pas une relation pour donner à manger à des êtres affamés. C'était pas ça le sujet. C'était vraiment une relation de vraiment hommes-animaux avec le jeu au milieu qui permettait ainsi de faire, non pas des belles photos, on n'en faisait pas à l'époque, mais en tout cas d'avoir un moment privilégié. Ça fait quand même penser aussi à la fameuse place de Venise, la place Saint-Marc, et on a l'impression qu'il y a aussi une vision romantique du pigeon. On rêve tous d'être pris en photo au milieu de ces nuées de pigeons. Donc il y a aussi un côté à nouveau romantique du pigeon. Tout à fait. Et on retrouve à chaque fois cet animal qui représente une symbolique de paix, qui représente différentes choses pour les uns les autres. Alors on arrive à la période de déclassement, c'est là la deuxième partie du XXe siècle, où là le pigeon perd tous ses avantages. Alors pourquoi il perd ses avantages ? Déjà parce que les engrais chimiques, l'élevage intensif, tout ça, on n'a plus besoin de son guano. Deuxième aspect, parce que le poulet, 1 kg et quelques, le pigeon 350 grammes. Il n'y a pas photo. Et puis aussi le messager, il y a le téléphone, il y a différents moyens de communication, et donc on n'en a plus besoin. Et à ce moment-là, on commence même dans la presse, il y a une étude très intéressante d'une jeune étudiante Griveau qui a fait le recueil d'articles dans la presse où on montre de 1930 à 1950 le déclin de l'image du pigeon. On ne parle plus de son roucoulement amoureux, mélodieux, tout ça, mais d'un son monocorde, monotone, etc., qui n'intéresse pas. Et donc, paradoxalement, au même moment où son image se déprécie, on commence à mettre en avant les nuisances et tout, c'est là que se développent les premières études sur l'intelligence animale dont on va parler après. Mais juste avant de passer aux intelligences animales, je voudrais insister sur la construction que l'on a tous en tête. Et moi, si vous voulez, dans mon travail d'historien, j'essaye de construire et déconstruire les messages qui nous sont envoyés. Ce n'est pas des visions complotistes, c'est essayer de comprendre comment nous, tous, individuellement, collectivement, des choses rentrent chez nous et comment après, ça nous anime au quotidien. Donc la construction de ce discours alarmiste sur les pigeons, elle est très claire. Elle débute en 1952 suite à une étude d'un professeur Lépine qui dit simplement « Les pigeons sont porteurs de maladies. Et quand ils interrogent l'Académie de médecine, comme Lépine, dit bien, mais il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de risque épidémique, ce n'est pas le sujet. Bon. Mais à ce moment-là, on est dans le début, après la Deuxième Guerre mondiale, on est dans une période hygiéniste très forte. Il y a encore la tuberculose, il y a encore tout ça. Et donc ce traumatisme collectif fait que face à une étude de ce type, ça va avoir un écho sans précédent, et donc cet animal, on va dire... il est en surpopulation. Parce qu'il est en surpopulation, il représente un fléau. Il amène donc des nuisances. Et la principale de ces nuisances, la transmission de maladies. Et ça, si vous voulez, cette logique-là, ce discours alarmiste, il continue. Vous prenez nuisance pigeon sur Internet, voyez toutes les entreprises qui se sont créées et tout, c'est ce même discours alarmiste. C'est même un sujet politique aujourd'hui quand on voit pour les élections à Paris. Etc. Exactement. Comme pour le rat. Exactement. Et donc, on en est arrivé à un animal qui n'est pas encore considéré comme nuisible. Mais tous les 3 ans, en moyenne, vous avez un député qui dépose une question au gouvernement, au ministre de l'écologie, pour effectivement faire que le pigeon biset des villes soit considéré comme nuisible. Ça n'est pas le cas. Pour l'instant, il y a un refus. Tant mieux. Mais toujours est-il que dans l'idéologie qui est la nôtre collective, là je parle pas de la mienne bien sûr, mais dans la vision collective, il est devenu le rat volant. Et ça, il faut avoir cette image-là parce qu'elle nous traverse constamment quand on parle de ce pigeon.